Bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre pour cette présentation d'une croisière consacrée au Nil avec les voyages de Sophie. Je suis Pierre-Jean et je vous présente Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour à tous. Alors Sophie va présenter rapidement l'entreprise et à mon tour, je vous présenterai ensuite l'ensemble de la croisière que les voyages de Sophie organisent au mois de novembre d'une part cette année et d'autre part au mois de février l'année prochaine, en 2026. Voilà, le 9 Le mars. 9 mars, pardon. 9 mars exactement. Alors, oui, je tenais à être présente pour présenter très très rapidement parce que c'est pas l'objet de cette discussion, mais pour ceux qui connaissent pas, mais je vois que je reconnais des noms, donc je vois que certains nous connaissent. Euh, les voyages de Sophie a été créé il y a maintenant 12 ans. Hein. Il y a maintenant 12 ans, mois par mois. Donc moi, je suis donc Sophie. J'ai commencé à travailler dans... J'ai toujours travaillé avec les bateaux, j'ai toujours travaillé dans les croisières. Je travaillais pour mon, pour un gros tour opérateur qui s'appelle TMR, que certains peut-être connaissent. C'est une agence de voyage qui a créé la croisière aérienne autour du monde euh, il y a maintenant une trentaine d'années. Et donc, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans. J'étais bras droit du dirigeant, le dirigeant étant mon père. Hein. Donc, et quand j'ai voulu, au bout de plusieurs années, créer mes propres voyages sur des bateaux, j'ai voulu louer des bateaux pour y faire de la gastronomie et des croisières culturelles avec, bon, alors bien sûr, avec des conférences, avec Pierre-Jean, et aussi des artistes qui nous ont suivis tout au long de notre parcours. Notre parrain est Pierre Arditi. Il a fait notre première croisière en 2014 sur un bateau que j'avais affrété, qui était un bateau de la compagnie Ponant. Pendant 10 ans, nous avons été les seuls à affréter, à louer des bateaux ponants pour pouvoir les privatiser, pour pouvoir y faire nos propres services, notre propre idée de la croisière qui est l'art de voyager à la française. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir à bord que des passagers euh, francophones, françaises, qui changent énormément l'ambiance pour y goûter de la gastronomie française partout dans le monde et accompagnés d'artistes, d'intervenants culturels, etc., qui passent tout le voyage avec nous et avec qui nous partageons tous les moments forts de la croisière. Ensuite, vous avez aussi ce qui fait partie, ce qui est très important, c'est que les personnes avec qui vous parlez, Sandrine, Marine, Séverine au bureau, partent avec nous en croisière, ce qui permet de vraiment, de vraiment sécuriser tout ce dont vous avez parlé avec elle pendant des mois en préparant votre voyage. Eh ben, la personne est avec vous pendant tout le temps du voyage. Donc, il n'y a aucune euh, malformation, disons, erreur qui peut être faite. Voilà. Donc, maintenant, oui. Non, on a bien compris donc les spécificités des voyages de Sophie. Il y a combien de temps maintenant que... Alors maintenant, donc ça a été créé en 2014. On va fêter notre 30e opération là au mois de septembre. On organise 4 à 5 croisières par an. Seulement, on ne grossira jamais hein, parce qu'on les organise à chaque fois comme des événements qu'on peaufine euh, heure par jour, quoi, vraiment C'est heure cousu par heure, main. coups humains, voilà. Et donc, on arrive maintenant vraiment à des passagers qui nous suivent. C'est vraiment notre force. On a environ 60% de personnes qui reviennent de croisière en croisière et 20% de bouche à oreille. Donc, on a créé une sorte de, je dirais même pratiquement de club, pratiquement ça devient maintenant un, un conseil que l'on passe entre amis, qu'avec nous vraiment on essaye, on passe vraiment des moments d'exception depuis maintenant 12 ans. Voilà. Et alors, parmi les croisières qui sont des croisières régulières des voyages de Sophie, il y a notamment cette croisière sur le Nil. Voilà. Alors, on a commencé à travailler ce projet en 2020 pendant le Covid. Hein.
Ça a été repoussé à cause du Covid. L'idée nous en est venue parce que j'y suis allée en 2018 et j'ai été époustouflée par cette destination, hein. Moi, j'ai fait, dans le cadre de mon... Je vous ai expliqué, hein, que mon père était voyagiste, donc j'ai fait mon premier tour du monde à l'âge de 9 ans. Mais le Nil, c'est vraiment une spécificité absolument magique, hein, Oui, d'accord? oui, oui. Et nous avons des passagers qui refont ce voyage tous les ans. Et Voilà. il y On a ne s'en aussi, lasse jamais. il y a aussi une appétence des Français pour l'Égypte qui est liée à des raisons historiques et au fait que la France était très moteur dans les recherches archéologiques et les recherches d'égyptologie. Et ça, on a conservé cette mémoire. Et du coup, dans la scolarité, l'Égypte fait partie des programmes scolaires. Quand on est en sixième, par exemple, donc autour de l'âge de 11, 12 ans, on va apprendre l'histoire de l'Égypte antique. Et ça reste très ancré dans nos mémoires. Oui, 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 les Français ont vraiment une place très particulière Ouais. dans ce pays. Alors, c'est d'abord, et ça c'est important de noter, que c'est d'abord ma passion pour la destination qui m'a fait dire il faut absolument faire quelque chose. Et aussi, je me suis rendu compte, donc en allant plusieurs fois sur place, qu'il n'y avait finalement pas de tourisme, c'est mon appréciation, qu'il n'y a pas de tourisme de luxe sur cette destination parce que c'est un pays qui, économiquement et, au niveau de l'éducation, est assez chaotique, hein. Et donc, qu'il faut vraiment savoir travailler, autrement, ça peut mal finir. Donc, j'y suis allée plusieurs fois. On a trouvé un bateau, enfin, peut-être que toi, Je vais en parler, oui, voilà, oui. ça, tu vas en Ouais. parler. Et on a, mais Pierre-Jean rentrera dans les détails, mais on a, au fil des années, là, on va faire notre quatrième, au fil des années de mes voyages sur place, on a peaufiné vraiment un voyage extrêmement particulier. euh, je vous dis, où les passagers reviennent année par année parce que c'est une expérience de voyage unique. Bon, mais là, je te... Eh bien, Bon, voilà. merci beaucoup. Merci Sophie. Je vais donc vous présenter cette croisière sur le Nil organisée par les Voyages de Sophie. Alors vous avez compris, avec le temps, les Voyages de Sophie ont accumulé une bonne expertise sur la destination et on va en parler ensemble. Voilà. Alors d'abord, on a appelé cette croisière la croisière le Nil des rois et des dieux parce que c'est vrai qu'on va toucher vraiment à l'archéologie du pays. Alors d'abord, on va régler la question de la saison. C'est vrai qu'on va en général en Égypte plutôt au printemps ou à l'automne. On y va à la fin du printemps avant qu'il fasse très chaud et on y va au début de l'automne pour nous avant qu'il fasse frais. Et donc, quelle que soit la saison dans laquelle on partira, au printemps ou à l'automne, ce sera la meilleure saison pour visiter cette destination. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que c'est une destination très familiale. Il n'y a pas de grandes marches épuisantes, il n'y a pas d'escalier à monter. Donc, c'est vraiment une destination qui est une croisière qui est vraiment faite pour les personnes qui ne sont pas sportives. Ça, c'est la première chose. Donc, ce n'est pas une croisière fatigante. D'autre part, c'est une croisière qu'on peut très facilement faire avec ses enfants ou ses petits-enfants pour les raisons que je viens de vous dire. C'est-à-dire que si vous êtes grands-parents, par exemple, et que vous avez des petits-enfants qui sont en sixième, ils auront entendu parler des dieux et des déesses de l'Égypte ancienne. En plus, c'est très amusant. Il y a des hippopotames, il y a des vaches, il y a des crocodiles. Donc même dès la maternelle, souvent, on parle de l'Égypte aux enfants. Donc vraiment, c'est une croisière qu'on peut faire pratiquement à tout âge, qu'on peut faire et qu'on peut refaire également à tout âge. Alors avant de commencer le déroulé de la croisière elle-même, je voudrais également balayer quelques idées reçues concernant la sécurité. Très souvent, on se dit, mais l'Égypte, c'est pas dangereux avec ce qui se passe en ce moment, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai, il y a beaucoup de touristes, beaucoup de visiteurs qui renoncent à leur voyage. En réalité, à mon avis, c'est un mauvais calcul. Au contraire, il faut venir en Égypte en ce moment. D'abord, les Égyptiens ont besoin de nous. Les revenus du canal de Suez ont baissé de 60% récemment. D'autre part, tout est entièrement encadré par la police. Il y a de la police absolument, absolument partout. Donc, vous n'êtes exposé à aucun danger. Eux, au contraire, c'est le moment de venir parce qu'il y a très peu de monde sur les sites. Tous les clients, tous les touristes américains notamment, ont déserté l'Égypte. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un chat, mais néanmoins, il y a très très peu de monde dans les sites touristiques dans lesquels on va se rendre. Voilà.
Alors, Sophie en a parlé rapidement. Les voyages de Sophie ont trouvé un navire qui est un navire moderne, qui a été refait tout récemment, qui est sorti récemment des chantiers du Caire pour sa rénovation. C'est un bateau qui est confortable, probablement un des plus confortables à naviguer sur le fleuve en ce moment, qui est de petite taille, donc on reste entre nous, et le bateau est entièrement à nous. Donc, il n'y a que des Français à bord. Toutes les activités sont en français, et ça rend également le voyage très agréable. Je vous ai apporté quelques photos que vous voyez l'intérieur. Voilà le salon principal, par exemple, avec une décoration assez sobre, assez dépouillée, qui évoque peut-être l'univers scandinave, vous voyez, avec très clair en général, assez lumineux. Évidemment, quand on est dans ce pays, il y a la lumière qui rentre par toutes les fenêtres. Bon, voilà encore, ça c'est le foyer, avec une décoration assez sobre, mais très, très agréable, pas du tout tape à l'œil, pas du tout clinquante, comme c'est le cas sur certains navires, par exemple, surtout sur cette destination. Et voilà, la salle à manger, maintenant, sur le pont inférieur, mais est également très lumineuse. Et puis, vous avez la pièce principale du bateau. En fait, c'est le pont supérieur que vous avez sous les yeux, avec une partie de terrasse, avec un solarium. Il y a même une petite piscine, figurez-vous. Mais le cœur du bateau, sur le même pont, un peu plus loin qu'on voit à l'arrière, c'est en fait cette gigantesque salle à manger, salon à ciel ouvert, où il se passe énormément de choses. Alors, dans la journée, on peut y prendre un verre, on peut s'y délasser. Et le soir, alors j'ai une meilleure vue, je crois, voilà. Le soir, on peut y prendre ses repas aussi, quand il y a un repas qui est organisé à cet endroit-là, ou il y a des spectacles parfois qui sont organisés à cet endroit-là. Je pense notamment au concert des musiciens nubiens qui viennent faire leur spectacle à cet endroit-là. Et dans la journée, il y a au moins une fois au cours de la croisière un vrai déjeuner qui est organisé sur le pont supérieur, où on peut, alors tout à fait au fond, vous voyez peut-être sur mon image, il y a un grand bar avec tout le repas est dressé à cet endroit-là et on peut ensuite le prendre à l'ombre des tentes sur le pont principal. C'est extrêmement, extrêmement agréable. Alors, j'ajoute quelque chose là, parce que c'est vrai que tous les bateaux que vous verrez sur le Nil ont un pont plus ou moins confortable, plus ou moins joli. Nous, on aime beaucoup ce pont extérieur et nos passagers aussi. Et c'est la raison pour laquelle on essaye d'y organiser le maximum de choses. Et ça fait partie des améliorations qu'on a voulu apporter à la croisière sur le Nil de Bas. C'était énormément de travail pour l'équipage de pouvoir déjeuner à bord. En haut, je veux dire, à l'extérieur. Ce sont des moments qui sont magiques parce que ce qu'il faut voir, c'est que, bon, tu le diras sûrement mieux que moi, mais sur le Nil, vous avez constamment en navigation des tableaux panoramiques autour de vous absolument fabuleux. Et de pouvoir déjeuner tranquillement, tout en profitant de ce panorama, franchement, ce sont des moments formidables. Et nous, Pierre-Jean a dit on déjeune une fois, on essaye de le faire plus en fait. On essaye, on vous le signe pas sur le papier parce que c'est à chaque fois des négociations qui sont un petit peu à la égyptienne, on va dire, mais on le fait plus deux ou trois fois. Et ça, vous ne le trouverez pas ailleurs parce que ça demande vraiment beaucoup de demandes de persuasion sur place. Et c'est pour ça que moi je pars avec vous. Alors, je vous ai parlé des espaces publics. Maintenant, voilà les espaces privés, vos cabines à vous. Alors, ça, c'est une suite. C'est une grande cabine, une très grande cabine, avec à droite un grand dressing, une salle de bain complète. Et puis surtout, il y a un petit balcon qui ouvre sur le fleuve. Donc, c'est très agréable. Et si vous n'avez pas une suite, vous avez des chambres, des cabines qui sont assez importantes également, avec alors, il n'y a pas un vrai balcon cette fois-ci, c'est plutôt un balcon à la française. C'est-à-dire qu'on ouvre la fenêtre, il y a la rambarde immédiatement, mais vous avez une double fenêtre qui ouvre complètement quand même. Toutes les cabines, évidemment, sont équipées avec de la climatisation, des coffres-forts, etc. Et il y a des salles de bain complètes avec douche ou baignoire, WC, salle de bain, enfin, lavabo, pardon, comme celle que vous voyez ici. Et les chambres sont refaites tous les jours. On vous change votre linge tous les jours si vous le nécessitez, si vous en avez besoin. Voilà. Alors, parmi les plus des croisières de Sophie, comme Sophie vient de vous parler, il y a un paramètre qui me paraît très important, c'est le fait que la compagnie avec laquelle les voyages de Sophie partent sur le Nil a ses propres embarcadères. Donc, quand le bateau sera à quai, vous n'aurez jamais plusieurs bateaux à quai à côté du vôtre. Le Nil est peut-être en haute saison une sorte d'autoroute où il y a beaucoup de bateaux différents, et quand on arrive à un embarcadère, d'autres bateaux peuvent se mettre contre vous. Et du coup, ben, quand vous ouvrez vos fenêtres, vous ouvrez vos fenêtres et vous avez contre vous un autre navire, donc ça vous gâche complètement la vue du fleuve.
avec la compagnie que les Voyages de Sophie ont choisi pour vous, vous avez au contraire des embarcadères privés et vous avez un embarcadère qui est réservé à votre navire. Donc vous serez tout seul sur l'embarcadère. Vous n'aurez pas le problème d'avoir un navire à côté du vôtre quand vous serez en escale. Ça, c'est fondamental, hein, parce que ce qu'il faut noter, c'est que sur le Nil, la navigation entre Luxor et Assouan fait 16 heures seulement. Donc, il y a beaucoup de temps à quai. Euh, Quand on est à Assouan, on reste 48 heures sur place. Donc, ça veut dire qu'avec les autres compagnies, vous avez un bateau à touche-touche pendant 48 heures. Hein, c'est pas anodin, hein, c'est pas comme sur le Danube ou sur d'autres où on est à touche-touche seulement le temps de la visite. Vous voyez, là, c'est vraiment 48 heures et où la moitié du bateau est avec des rideaux, hein, sans aucune vision extérieure. Donc nous, la première année, pour être très honnête, on n'avait pas détecté ce gros problème et maintenant, ça ne nous arrive plus. Voilà. C'est fondamental. Alors évidemment, parmi ça, c'est un des plus très significatifs des voyages de Sophie quand on voyage en croisière sur le Nil. Le plus très important, quelle que soit la croisière, quelle que soit la destination, c'est bien entendu la gastronomie. Sophie en a parlé pour commencer. Elle a réussi à réunir une brigade de chefs qui sont des meilleurs ouvriers de France, qui est tout à fait extraordinaire, qui est conduite par Michel Roth, que vous avez à gauche ici sur l'écran. Et c'est Michel Roth qui dirige donc cette brigade que Sophie a réussi à réunir et qu'elle emmène avec nous sur le Nil. Alors, à chaque fois, on a au moins un grand repas, voire deux grands repas, ou deux grands repas et un cocktail qui sont préparés par ces chefs et qui sont un petit peu adaptés évidemment à la destination. Donc, à chaque fois, on a une organisation qui est liée à l'endroit où on se rend. Mais dans tous les cas, vous aurez des repas étoilés au cours de cette croisière sur le Nil. Alors, les voyages de Sophie ont mis au point une formule qui est tout à fait innovante, à mon avis. Au lieu du service à l'assiette, un peu conventionnel, comme dans les grands restaurants, vous avez un service, on va faire le dressage, les chefs seront à votre disposition dans l'îlot central du restaurant et ils feront le dressage sous vos yeux pour vous. Ils vous prépareront votre propre assiette. Et là, vous voyez par exemple deux chefs meilleurs ouvriers de France, Jean-Yves Leranguer à gauche et Philippe Rigolo au centre, qui est également champion du monde de pâtisserie. Et ils vont préparer pour vous, devant vous, les assiettes qui vont vous servir ensuite. Alors, c'est vraiment de la gastronomie qui est préparée à la minute avec un service tout à fait remarquable, des plats qui sont succulents également. Enfin, je voudrais l'occasion de voir ça maintes et maintes fois. Donc voilà un petit peu la touche gastronomique qu'apportent les voyages de Sophie sur une croisière sur le Nil. Et à mon avis, c'est la seule compagnie de croisière, c'est le seul voyagiste qui voyage sur le Nil qui propose cette gastronomie haut de gamme à la française à ses passagers. Donc c'est vraiment une chose tout à fait remarquable. Ah, J'ajoute oui. un mot également concernant la gastronomie du bateau proprement dite. J'ai beaucoup parlé de la gastronomie des chefs qui ont été réunis par les voyages de Sophie, mais la gastronomie du bateau est également remarquable. Il y a énormément de fruits, de légumes frais, il y a toujours un plat de viande, de poisson, de volaille. Les desserts également sont très très bons et toutes les salades, les mésés, les apéritifs, les mésés, les taboulés, les houmous, etc. sont également, c'est une spécialité du Moyen-Orient, sont très très bonnes sur le bateau. Oui, très rapidement, ce que je voudrais ajouter, c'est que ce que font nos chefs, qui font partie de notre équipe depuis le début, hein, depuis 2010, hein, Michel Roth est un chef de brigade, mais ce qu'ils font sur le Nil, c'est vraiment une prouesse. C'est le seul pays, je vous ai expliqué les conditions chaotiques, c'est le seul pays où on ne peut pas faire l'approvisionnement de leurs propres denrées alimentaires, hein, parce que nos prestataires ne sont pas certains de pouvoir respecter la chaîne du froid. Hein. Donc il se débrouille avec ce qu'on trouve sur place, qui n'est évidemment pas ce qu'on trouve en France. Hein. Mais il y a du homard, par exemple, il y a du homard égyptien. Et nous, on arrive à venir avec certaines choses. Je pense qu'on est, et Pierre-Jean l'a dit, mais je pense qu'on est le seul endroit en Égypte où on trouve du caviar et du foie gras. Hein. C'est clair. Et ils travaillent dans des conditions absolument héroïques. Donc, ce qu'ils font est formidable. En ce qui concerne la nourriture du bord, là aussi, on a fait des ajustements. Depuis le bord essayait de faire en fait de la gastronomie française. On leur a demandé d'arrêter. La gastronomie égyptienne peut être très très bonne et elle est très très bonne. Et c'est pas la peine d'aller faire des choses tarabiscotées qu'ils ne savent pas faire. Donc on mange très bien à bord. Alors l'autre plus des croisières de Sophie, évidemment, c'est l'animation. Et on a la chance d'avoir à bord,
au cours de toutes les croisières, en tout cas toutes les croisières sur le Nil, un musicien qui est très talentueux, qui s'appelle Nicolas d'Armagnac. Il est très demandé par les clubs à la mode, que ce soit à Paris, à Saint-Tropez ou à Saint-Barth, aux Antilles, par exemple. Et on aura la chance de l'avoir avec nous sur le bateau. Donc c'est une source d'animation tout à fait phénoménale après les repas du soir notamment. Et la piste de danse s'ouvre à nous et on peut en profiter avec lui. On peut chanter avec lui. Il est vraiment extrêmement entraînant. Alors, il y a en plus, sur tous les voyages de Sophie, un magicien, il s'appelle Larsen. On parle beaucoup de lui en ce moment. Il fait beaucoup de spectacles, il tourne énormément partout en France. Peut-être qu'il est passé à côté de chez vous. C'est un magicien qui fait du close-up, donc de la magie rapprochée, avec des numéros, des tours de cartes assez phénoménaux. Donc, vous le verrez passer entre les tables pendant les repas. Et il aura en plus un spectacle entier qui lui sera dédié. Et puis, il y a toujours un artiste invité par Sophie, qui est soit un homme de théâtre, soit un homme de lettres, soit une femme de théâtre ou une femme de lettres, soit une personnalité du spectacle de façon générale qui également fera une contribution à la croisière. Et puis enfin, vous avez un conférencier, Pierre Jean Furet, moi-même. J'aurai le plaisir de vous faire trois conférences au cours de la croisière, qui sont des conférences un peu transversales, consacrées évidemment à l'histoire de l'Égypte ou à l'égyptologie, et qui complètent ce que les guides accompagnateurs vous donneront comme information au cours de vos visites. Alors, le voyage est un voyage assez simple. De Paris, on se rend à Luxor en un peu plus de 5 heures. C'est un voyage très simple, très facile. On part de Paris dans l'après-midi, on arrive dans la soirée à Luxor. Un voyage vraiment sans complication du tout, très confortable. Et on arrive donc à Luxor où on sera accueilli par nos fameux guides accompagnateurs. Alors, avec l'expérience que les voyages de Sophie ont accumulée, on a pu sélectionner en fait les meilleurs accompagnateurs égyptologues. C'est des Égyptiens et on les a choisis parce qu'ils parlent très bien français, parce que également leur compétence en termes d'égyptologie est tout à fait remarquable. Sophie en a parlé tout à l'heure. Je crois qu'un des points forts des croisières de Sophie, c'est l'aspect culturel. Et là, on est accompagné par des grands professionnels qui sont tout à fait sensationnels. Vous les rencontrerez dès l'aéroport, ils vont vous accueillir. Et puis, ils vont rester avec nous pendant toute la durée de la croisière. Donc, vous pourrez également discuter avec eux, leur poser des questions. Ils sont complètement à notre disposition pendant toute la durée de cette navigation. Et comme ils sont avec nous toute la croisière, vous savez, il y a un lien qui se crée avec le guide et on a l'impression finalement qu'on voyage avec un ami qui nous montre et qui nous explique son pays. Donc c'est vraiment c'est très agréable. Donc, dès le lendemain matin, vous vous réveillerez à Luxor, dans l'hyper-centre-ville. On est vraiment au bord de la promenade, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est le grand boulevard qui longe le Nil, dans le centre absolu de Luxor. Des cabines qui sont du côté du quai, on voit par exemple le temple de Luxor. Donc, c'est vous dire, on est vraiment au cœur de l'action. Et puis, on ira aussitôt après, dès le matin, on va aller voir, à tout seigneur, tout honneur, le grand temple de Karnak. C'est un monument absolument spectaculaire. Alors, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des monuments qu'on va voir. C'est pas du tout l'objet de ce webinaire. C'est plutôt pour vous donner une idée de ce qu'on va voir au total. Alors, ce gigantesque temple, en fait, a été construit sur plusieurs siècles, près de 20 siècles en réalité. Et vous verrez, bon voilà, je vais vous montrer la salle hypostyle qui est la plus spectaculaire avec des colonnes qui font près de 20 mètres de haut. Il y en avait 130 à l'origine et c'est absolument, enfin encore une fois, on est sans voix et on comprend très bien que l'adjectif pharaonique s'applique à ce type de monument. Bon, voilà encore une vue de la salle hypostyle de Karnak. On a beau être préparé à ce type de visite, on est complètement sans voix quand on est en face de ce monument millénaire. Ça a été construit au XIIIe siècle pardon, avant Jésus-Christ, donc c'est un monument qui a plus de 30 siècles. C'est absolument inouï de voir ça. Alors, ce qui est remarquable également, ça c'est la cour de la chapelle de Ramsès III. On est au milieu du XIIe siècle avant Jésus-Christ et c'est une chapelle qui est bordée de colonnes osiriaques. Et puis, ce qui est très étonnant également dans l'art égyptien, j'y reviendrai, c'est le mélange entre le monumental, vraiment le spectaculaire et le très très grand, et puis le tout petit au contraire. Là, c'est un détail d'une sculpture qui se trouve à Karnak. On appelle ça le jardin botanique. Il se trouve que Pharaon avait fait des conquêtes importantes en Palestine, et plutôt que de ramener des échantillons de la faune et de la flore qu'il avait découvertes sur place, il a demandé à ses sculpteurs de les graver, de les sculpter. Et donc, dans le jardin botanique, entre guillemets, de Karnak, on trouve des exemples de flore pardon, et de faune qui étaient absolument inconnus des Égyptiens. Et là, c'est tout petit. Donc, il y a à côté de ces monuments absolument énormes, ces colonnes gigantesques, on a des choses beaucoup plus petites, beaucoup plus discrètes. Et c'est ce mélange des deux choses qui rend la visite en Égypte tout à fait étonnante.
Alors après la visite de Luxor, nous allons prendre le bateau et nous allons faire route jusqu'à Edfou. Nous arriverons à Edfou le lendemain matin. Et je pense que en arrivant sur le quai à Edfou, vous ne serez pas accueilli par un bus qui va vous conduire au temple d'Edfou, vous serez accueilli par des calèches. Parce qu'un des objectifs des voyages de Sophie en organisant cette croisière, c'est de donner à ses passagers la vision la plus globale de l'Égypte. Et plutôt d'avoir à prendre par vous-même une calèche quelque part, à Assouan ou à Luxor, maintenant la calèche est préparée pour vous et elle vous attendra à la descente du bateau pour vous conduire jusqu'au temple d'Edfou qui se trouve à peu près à 10 minutes de là. Alors là aussi, on est maintenant les seuls, hein, les derniers à proposer ce service de calèche. Les voyagistes normalement préfèrent se faciliter la vie en mettant un bus. Moi, je trouve que ce pittoresque-là apporte quelque chose. Et c'est encore une fois un plus qu'apporte les voyages de Sophie à l'expérience de l'Égypte en général. Voilà le temple d'Edfou, c'est un des mieux conservés de toute l'Égypte antique. Il n'est pas si vieux que ça, il date de l'époque ptolémaïque. Il est consacré à Horus le Grand, le roi faucon. Voilà le revers de la façade, hein, du pylône principal avec la cour. La salle hypostyle que vous avez ici, avec des chapiteaux qui représentent soit des bouquets de papyrus, soit des palmiers. Et c'est tout à fait étonnant. Et vous avez à gauche, au pied de l'entrée, la statue de Horus le Grand. C'est l'endroit où, historiquement, enfin, selon la mythologie, se rejoignaient la déesse Hathor et le dieu Horus au cours de leur noces mythiques. Et leur noces mythiques symboliques avaient lieu dans la Mamisie que vous avez sous les yeux, qui a été construite à l'époque romaine. Donc c'est un temple très complet, très beau et qui est très lié à l'histoire de l'Égypte antique. Alors évidemment, rapidement j'en parle parce que souvent c'est une source de frustration pour les passagers, mais ne soyez pas frustrés, il y aura de toute façon, à la fin de la visite du temple d'Edfou, vous aurez une petite visite pour faire du shopping, d'où vous pourrez rapporter des petits souvenirs, pourquoi pas un œil d'Horus qui est supposé porter bonne chance. Alors après être fou, nous reprendrons la navigation et nous irons jusqu'à Komombo, qui est un temple qui se trouve juste à côté du bateau. Alors on n'a pas besoin ni de calèche ni de bus, on peut faire le déplacement à pied pour aller voir ce temple, qui est un temple qui est consacré à deux divinités en fait. Il est consacré d'une part à Sobek, le dieu crocodile, et d'autre part à Arouéris, qui est en fait le dieu faucon sous sa forme le dieu Horus, pardon, Horus le Grand, sous sa forme de faucon. Donc c'est un temple double avec un double sanctuaire également tout à fait intéressant. Et puis comme le temple est consacré en partie au crocodile, il y a à côté un petit musée où on pourra voir des momies de crocodiles comme celle que je vous montre. C'est tout à fait remarquable. On reprendra le bateau ensuite et on arrivera dans la soirée, dans la nuit en réalité, à Assouan, où nous arriverons, enfin, où on pourra visiter Assouan le lendemain matin. Et exactement comme à Luxor, le bateau est garé sur la promenade, vraiment au bord de la promenade, donc dans le centre-ville. Et vous pourrez également profiter de la ville. Alors Assouan, on est vraiment en très haute Égypte, hein. C'est la porte de la Nubie, c'est une ville qui fait 250 000 habitants. Et au-delà, à l'époque égyptienne, en tout cas, c'était l'Afrique noire. Au-delà, c'est l'Afrique noire. Et donc, c'est une ville où on sent vraiment cette transition entre la très haute Égypte et la Nubie. La ville a été construite ici à l'époque de l'Antiquité parce que c'était le dernier endroit qu'on pouvait naviguer depuis l'estuaire. Au-delà, il y a des cataractes qui empêchaient la navigation des bateaux. Donc la ville s'est naturellement établie à cet endroit-là parce qu'on devait décharger les bateaux pour les recharger ensuite au-delà de la cataracte. Alors, à Assouan, on va tout de suite aller voir un des sites les plus remarquables de toute l'Égypte, de la haute vallée du Nil, qui est le temple de Philae. Et alors, le temple de Philae est construit sur une petite île, donc on va prendre un petit bateau comme celui que je viens de vous montrer pour aller visiter ce site tout à fait remarquable qui a été déplacé à l'époque de la construction du barrage sur le lac Nasser, du barrage d'Assouan. Le barrage d'Assouan a complètement modifié le régime du Nil et le temple d'Edfou, pardon, de Philae était à l'origine noyé pendant une grande partie de l'année. Et évidemment, pour protéger ce site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on a reconstitué le temple d'Isis sur une île qui a été entièrement remodelée pour avoir la silhouette de l'île de Philae originelle. On a découpé le temple et ses dépendances en 49 000 morceaux, figurez-vous, et ça a été remonté ensuite sur l'île dont je vous parle, que vous avez sous les yeux. Donc le temple d'Isis que vous avez là est un temple qui a été entièrement remonté. C'est un temple qui a une valeur extrêmement importante dans l'histoire antique et dans l'histoire de l'Égypte antique,
parce que c'est là que la déesse Isis a récupéré les morceaux de son frère Osiris, son frère et mari Osiris, et les a reconstitués avant de s'unir à lui. Donc c'est vraiment un endroit très important dans l'histoire de l'Égypte antique. Donc vous verrez le temple d'Isis, vous verrez également le kiosque de Trajan que vous avez sous les yeux, qui date du deuxième siècle après Jésus-Christ. Donc là, vous voyez, on a un temple qui est là, en gros, autour de l'époque du Christ, et qui est tout à fait, qui complète beaucoup la visite de Philae. On quittera Philae par bateau également avant de regagner Assouan. Alors à Assouan, on pourra également aller voir le barrage, qui est un des monuments. Alors ça, c'est pas de l'Égypte antique, c'est de l'Égypte moderne. Il a été inauguré en 1972. C'est un monument absolument colossal, 3 kilomètres de long, 111 mètres de haut. C'est absolument énorme. Le volume de terre qui a été mis en œuvre pour construire ce barrage, c'est 18 fois la grande pyramide de Khéops. Donc c'est absolument considérable. C'est un barrage qui fonctionne encore aujourd'hui. Il produit 20% de l'électricité du pays tout entier. C'est vous dire son importance. Et encore une fois, les guides qui vous accompagneront sur ce barrage vous montreront l'intérêt que présente ce remarquable, remarquable réussite technologique. Et puis, les Égyptiens étaient très fanatiques, très amateurs de parfums, d'onguents, etc. Et à la suite de la visite du barrage d'Assouan, vous verrez à Assouan un atelier de fabrication de parfums où vous aurez l'occasion de tester certains d'entre eux. Donc encore une fois, l'idée, c'est de compléter vraiment votre expérience de l'Égypte avec toutes sortes d'expériences, encore une fois, qui complètent vraiment le voyage. L'après-midi, là encore, les voyages de Sophie vous proposent en fait de compléter votre voyage avec une balade en felouk. Vous allez prendre un de ces petits voiliers qui naviguent sur le fleuve pour remonter le fleuve un petit peu à Assouan pour aller un des hôtels les plus emblématiques de toute l'Égypte finalement. Il s'appelle le Old Cataract. Le Old Cataract, le voilà, il a été construit en 1902 par Thomas Cook. C'était un hôtel qui abritait beaucoup d'Anglais qui venaient passer l'hiver en Égypte. Et il a accueilli évidemment beaucoup de célébrités, le roi Faisal, le roi Farouk, Saint-Exupéry, Lady Di, François Mitterrand. C'est donc un hôtel vraiment très majeur en Égypte aujourd'hui. Il a été entièrement refait et décoré par Sibylle de Margerie, qui est une décoratrice contemporaine, et elle a préservé en fait l'ambiance ottomane de l'hôtel, et vous aurez l'occasion de voir tout ça. Mais le clou de l'hôtel, c'est pas tellement l'intérieur, c'est plutôt la terrasse. Et en fin d'après-midi, les Voyages de Sophie vous invitent à prendre un thé sur cette terrasse qui domine le Nil, et on voit le soleil qui se couche sur un paysage absolument merveilleux, et le soleil se couche donc derrière l'île éléphantine qui se trouve de l'autre côté du fleuve. Donc vous serez accompagné par des pâtisseries une tasse de thé. Vous pourrez profiter de ce spectacle extraordinaire après ce voyage en feu look. Oui, oui. Là, donc, quand je vous ai parlé de mon voyage en 2018. Donc, moi, j'avais séjourné quelques jours dans cet hôtel. Et c'est là et j'avais vu qu'il était possible d'y organiser un thé, ce qui est une expérience vraiment extraordinaire parce que le coucher de soleil dans ce point de vue de la Ouais. cataracte est époustouflant. Donc, on a une place très particulière où on organise notre thé. Ça, c'est vraiment une prestation sur mesure que l'on a organisée. Alors, la première cataracte dont vient de parler Sophie, vous attendez pas à une cascade, hein, c'est pas les chutes du Non, Niagara, c'est juste des rochers qui empêchent la navigation dans le Nil et qui du coup occasionnent des remous. Voilà. on comprend pourquoi Monsieur Mitterrand y a fait son dernier voyage, il a voulu y retourner une dernière fois et qu'il est décédé une semaine plus tard, je Ouais, crois, hein. ouais. Voilà, on voit d'ailleurs évidemment la suite Mitterrand à l'étage de l'ancien bâtiment. Alors le soir, on vous propose soit de retourner, soit d'aller pour la première fois sur le site de Philae. Alors on va reprendre un petit bateau et on va y aller de nuit cette fois-ci pour aller assister au son et lumière de Philae. Alors, c'est un son et lumière en français qui a été écrit par André Castelot et qui est dit par Suzanne Flon. Donc c'est un grand historien qui a rédigé le texte d'accompagnement. Et alors ce qui est formidable, c'est qu'on n'est pas assis passivement à écouter quelqu'un qui vous assène des vérités. On se déplace en fait de pièce en pièce et chaque salle est éclairée successivement avec des éclairages tout à fait remarquables qui donnent une impression très spectaculaire, très théâtrale en fait à ce monument. Et puis la visite d'un temple de nuit est beaucoup plus frappante à mon avis que la visite d'un temple de jour. Il y a un côté un peu mystérieux qui nous saisit immédiatement. Alors, on a testé
tout, on trouve que bien sûr que à aller en Égypte, il faut absolument faire l'expérience d'un son et lumière. On les a tous testés et on a trouvé que celui-ci était le plus intéressant, le plus original parce qu'on arrive en bateau de nuit, hein, au soleil couchant. Et effectivement, pour toutes les raisons que tu as dit, c'est vraiment une expérience très particulière. Alors, au départ d'Assouan, évidemment, le must absolu d'une croisière en Égypte, c'est le site d'Abou Simbel. Et on va faire une petite traversée du désert qui prend environ 3 heures pour se rendre au grand temple d'Abou Simbel. Alors, on va partir d'Assouan vers 8 heures du matin et on va arriver vers 11 heures du matin à Abou Simbel. On aura pratiquement le site pour nous parce que la plupart des visiteurs arrivent beaucoup plus tôt le matin et ils partent très rapidement. Donc, on aura pratiquement le site à nous pour visiter le grand temple d'Abou Simbel qui a été construit par Ramsès. Là, on est au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est un gigantesque temple, c'est un spéos, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire un temple qui a été creusé dans le rocher et qui est connu aujourd'hui non seulement à cause de son origine antique, mais également à cause du tour de force technique qu'il représente, puisque quand le barrage d'Assouan a été construit, que le lac Nasser a commencé à se remplir d'eau, on a décidé de déplacer le site d'Abou Simbel qui sinon aurait été noyé. Donc il a été entièrement démonté, exactement comme l'île de Philae dont je viens de vous parler. Il a été entièrement démonté et reconstruit à ce moment-là. C'est un gigantesque temple creusé dans la roche. Alors maintenant, il a été remonté à cet endroit-là et il servait à marquer pour les visiteurs qui se rendaient depuis la Nubie, depuis l'Afrique centrale vers la Haute-Égypte, marquer l'entrée du pays de Pharaon. C'est là que Pharaon commençait à régner. Le temple a été construit après la bataille de Kadesh, on est en 1360 avant Jésus-Christ, 1260 pardon, avant Jésus-Christ, et c'est un monument qui marque donc cette grande victoire héroïque de Ramsès. Alors l'intérieur, le voilà, avec les piliers osiriaques, on a du mal à croire que tout a été évidé en fait dans le rocher, mais c'est effectivement le cas. Et au fond, alors, évidemment, les murs de l'intérieur du sanctuaire représentent les victoires de Ramsès, la victoire de Kadesh notamment. Là, on le voit ici monter sur son char en train de poursuivre ses ennemis. Et puis au fond, dans le saint des saints du sanctuaire, se trouve cette sculpture quadruple où on voit au centre, à droite, Ramsès entouré de Ra et Amon, et à gauche, à l'extrême gauche, un peu dans l'obscurité, le dieu Ptah, qui est le dieu des ténèbres. Et 2 fois par an, en octobre et en février pardon, et en octobre, la lumière du soleil vient éclairer le fond de ce sanctuaire. C'est tout à fait saisissant. Donc c'est vraiment une visite extraordinaire à faire qui laisse des souvenirs très durables. Et à côté du grand temple de Ramsès se trouve le temple de son épouse, Néfertari, qu'on appelle le petit temple d'Abou Simbel, mais qui est en réalité aussi impressionnant et aussi colossal. C'est donc une visite tout à fait étonnante à faire en Haute-Égypte, puisqu'on y est. Et Non, je te laisse. Non. et puis, pour compléter également votre expérience de l'Égypte, les Voyages de Sophie vous ont réservé 2 spectacles, un spectacle de danse et de musique nubienne. Alors attends, parce que si tu passes à autre chose, moi je veux dire quelque chose sur Abou Simbel, Bon, excuse-moi. j'y On dit que reviens. Oui, non, parce que Abou Simbel, bon, alors c'est une visite phénoménale, mais qui est très technique. Tout ce que fait tout le monde et ce qu'on a fait nous aussi lors de notre première croisière, c'est que c'est un départ en bus à 3 heures du matin, normalement, parce qu'il n'est pas possible de déjeuner sur place. Donc, il faut arriver vers 9 heures. Oui, oui, en soi, oui, 8-9 heures pour pouvoir être de retour sur le bateau vers 14 heures pour pouvoir déjeuner à bord. Et là, nous, ce départ très, très matinal, on trouvait ça trop fatigant, ça ne nous convenait pas, on trouvait que ça gâchait la soirée précédente, etc., et puis que c'était fatigant. Donc, on a fait des pieds et des mains, et finalement, on a trouvé une possibilité de déjeuner sur place, sur un bateau de la compagnie avec laquelle je travaille, que j'affrète. Et là, évidemment, ça change absolument tout à cette visite. Vous voyez, ce sont des ajustements que l'on fait par notre connaissance du terrain qui vous changent votre voyage parce que vous partez vers 7 heures, vous voyez, un horaire correct. Vous arrivez à 11 heures et là, Pierre-Jean l'a dit, il n'y a plus personne. Et vraiment, quand on est en Égypte, même si Pierre-Jean disait que en ce moment c'est assez favorable et que c'est le moment d'y aller, ce qu'on essaye d'éviter vraiment, c'est la foule.
hein. Et donc là, on arrive à la personne, on déjeune tranquillement et ensuite on fait la sieste dans le bus pour rentrer pour rentrer sur le navire. Ça change tout. Voilà. Et en arrivant, oups, je me suis trompé, pardonnez-moi. Mm. En arrivant sur le bateau, Mhm. dans la soirée, on aura un spectacle donc de danse et de musique nubienne. Et puis les voyageurs de Sophie vous ont également réservé à un moment qui n'est pas bien déterminé là à ce stade, un Mm. spectacle de derviche qui est tout à fait, là aussi qui complète tout à fait la vision, l'expérience égyptienne. Voilà. Alors, pour vous dire, pour vous parler de ces spectacles et pour vous raconter des petites anecdotes sur comment on travaille, il y a aussi un spectacle de danse du ventre. Et moi, je trouvais très agréable, je vous expliquais qu'on essaye de faire le maximum de choses sur le pont, et je trouvais ça très agréable d'avoir ce spectacle sur le pont, mais on ne peut pas avoir, quand on est à quai, un spectacle de danse du ventre. Hein, c'est l'Égypte, hein, quand même, c'était très musulman. Donc, on a fait ça, on a inauguré ça l'année dernière et on va le refaire parce que on a trouvé ça super. On fait une petite navigation dans le port de Luxor pour pouvoir profiter du spectacle. Le bateau donc n'est plus à quai. Et ensuite, on se racole au port de Luxor pour pouvoir débarquer la danseuse. Voilà. C'est ces tas de petits ajustements comme ça. Alors Sophie en a parlé rapidement tout à l'heure, mais la plus belle navigation qu'on va faire, en fait, c'est celle qui redescend le fleuve de d'Assouan jusqu'à Luxor ou jusqu'à Kenna. Alors là, on a les paysages du fleuve, voilà la navigation dont je vous parle. Ouais. Les paysages du fleuve sont absolument somptueux. On n'a pas tellement eu l'occasion de les voir, ou brièvement seulement dans le voyage aller, parce qu'il y a beaucoup de navigation qui se fait de nuit. Mais au retour, par contre, on va vraiment bien en profiter. Et c'est un paysage absolument inouï, parce que finalement, depuis l'époque des pharaons, il n'a pas changé. C'est le même, c'est absolument le même décor. C'est les mêmes fellahs, les mêmes paysans qu'on voit sur leur âne en train de ramasser des cannes le long du fleuve. C'est vraiment le même paysage absolument qui semble complètement inchangé, intouché. Et puis on peut percevoir également le fait que l'Égypte est un long fleuve, c'est un long fleuve, c'est un ruban fertile environné de désert avec des felouks de temps en temps. Mais vous voyez, il y a un rythme, il y a une douceur absolument inouïe, quelle que soit l'heure du jour ou de la fin de journée, du reste, quelle que soit l'heure, il y a vraiment un décor remarquable. Vous voyez ce dont je vous parlais il y a une seconde, le désert est tout proche. La bande fertile, en fait, de chaque côté du fleuve, elle est très courte, elle fait 2 3 kilomètres, parfois moins. Et puis le désert est tout immédiatement de l'autre côté. Donc on perçoit vraiment la réalité de l'Égypte, d'abord de l'Égypte des pharaons, mais également de l'Égypte moderne avec ce voyage remarquable. Voilà. Alors, encore une fois, le paysage peut changer, le désert est plus ou moins loin, les rochers sont plus ou moins loin, mais il y a toujours la même quiétude, la même tranquillité, c'est vraiment un paysage absolument somptueux qui n'a pas du tout bougé. On traverse une localité ou deux, On passe une écluse. on passe une écluse absolument, mais le reste du temps, c'est vraiment de la navigation en pleine nature, tout à fait étonnante. Bon, voilà, en fin de journée, par exemple, quand le fleuve est tout plat, tout lisse comme ça, c'est silencieux, c'est absolument merveilleux. On n'entend que de loin en loin, éventuellement, l'appel à la prière d'un muezzin, mais c'est vraiment pour donner la couleur locale à la balade. On ne voit pas beaucoup d'animaux, on voit quelques oiseaux, beaucoup d'oiseaux du reste, mais quelle que soit l'heure du jour, bon, voilà, la fin de journée et la soirée même, c'est absolument un voyage magnifique. Et encore une fois, quand on parle de croisière sur le Nil, on évoque surtout les grands monuments comme ceux dont je viens de vous parler et on oublie l'agrément que représente cette navigation extraordinaire sur ce fleuve millénaire. Là, on peut vraiment en profiter. Alors, comme on parle de navigation, je peux vous dire que lorsque j'avais fait ce voyage, il y avait beaucoup de bateaux sur le Nil et donc on avait l'impression d'être en espèce de convoi. Hein, comme je vous disais, vraiment dans cette destination, ce qu'on essaye d'éviter, c'est la foule. Donc, nous, on a complètement, mais ça, tu voulais peut-être en parler, on a complètement changé le rythme. Tous les bateaux qui naviguent sur le Nil partent le lundi à la même heure et donc naviguent au même endroit au même moment. Et nous, pour pouvoir être à contre-courant, ce qui est fondamental, on a complètement décalé le programme. On ne visite pas les mêmes lieux au même moment. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que si quand on va partir au mois de novembre 25 ou au mois de mars 26, ce ne sera pas le même programme dû à la Au montée niveau du des fleuve, eaux, ouais. du niveau du fleuve. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Mais en tout cas, sachez que nous, on est complètement contre-courant des autres personnes qui visitent le Nil à cette même semaine.
Alors, soit on ira effectivement jusqu'à Luxor, ça c'est le programme qui est prévu pour le mois de Novembre. novembre, mais au mois de février-mars l'année prochaine, on ira jusqu'à Dendera, parce que le niveau du fleuve nous permettra d'aller un petit peu plus loin. Et là encore, c'est un plus vraiment que vous proposez les voyages de Sophie, parce qu'aucune compagnie de navigation ne va jusqu'à Dendera. C'est un temple pourtant merveilleux, c'est le temple de la déesse Hathor qui se trouve à Dendera, qui est Mhm. très peu visité du coup, et qui a été restauré assez récemment. Donc on verra ce temple qui est dédié à la déesse vache. Et regardez les couleurs extraordinaires de ce temple. Alors on est à l'époque ptolémaïque, on est là aussi en moins 50 avant Jésus-Christ, plus 150, donc entre le premier siècle et le deuxième siècle, premier siècle avant, deuxième siècle après Jésus-Christ, avec un décor tout à fait remarquable. Voilà les chapiteaux attoriques. Et puis vous verrez également à Dendera, le fameux zodiaque sur une chapelle du toit avec les 12 constellations zodiacales et les planètes qui avaient été connues par les Égyptiens à cette époque-là. Donc c'est une sorte de gigantesque carte astronomique de l'Égypte antique qu'on peut voir à Dendera. Dendera est connue, c'est là que se trouvait vraiment le temple de la déesse Hathor, et c'est de là qu'elle partait chaque année pour se rendre à Edfou, voir son mari Horus. J'en ai parlé tout à l'heure avec le temple d'Edfou. Voilà. Alors, encore une fois, en Égypte, ce qui est tout à fait étonnant, c'est le rapport qu'il y a entre le colossal, le gigantesque, l'énorme, et puis le tout petit. Il se trouve qu'à Dendera, il y a une crypte, une sorte de souterrain, qu'on peut visiter, où étaient entreposées les richesses du temple, et on peut voir des gravures comme celle-là. On dirait presque de l'ivoire, tellement c'est ciselé finement, et ça présente évidemment Horus. Et c'est tout à fait étonnant de voir la finesse de ce travail à côté de la monumentalité du monument tout entier. Et ce Alors, qui permet aussi de faire cette part de navigation, parce que moi, ce que je trouve somptueux, évidemment, ce sont les rivages du Nil, hein, tu l'as dit, et cette partie Luxor-Dendera, la montre de Luxor, on ne le voit jamais. non. Moi, je considère que c'est la plus belle partie Oui, 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 oui. Oui. du Nil. Ah bah, je vous en prie. Pardon, Alors, on va revenir à Luxor. Et pour que l'expérience de l'Égypte soit absolument complète, on va vous proposer en option une excursion en montgolfière. Alors là, il faut se lever assez tôt, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Quand vous serez à Luxor, vous pourrez prendre un petit minibus qui vous conduira aux montgolfières et vous aurez une vue absolument invraisemblable sur le soleil qui se lève sur la vallée du Nil, sur la vallée des Rois qui est juste en dessous. Et dans un silence absolu, c'est vraiment une expérience extraordinaire que je vous invite à faire si vous avez l'occasion. Encore une fois, c'est une offre qui est proposée par les voyages de Sophie et qui n'est pas du tout systématique quand on fait un voyage dans la haute vallée du Nil. Mhm. Alors la vallée des rois, j'en parlais il y a une seconde, la voilà justement, on ira la voir le même jour. Alors auparavant, les pharaons se faisaient enterrer sous des pyramides, et puis comme la pyramide indiquait un peu aux pillards où se trouvait le tombeau du pharaon, les Égyptiens anciens ont décidé de s'enterrer de façon beaucoup plus discrète sous une pyramide naturelle. Et c'est donc la montagne de Thèbes, qui est de l'autre côté de Luxor, en dessous de laquelle ils ont creusé leur sépulture pour se faire enterrer. Et on ira donc voir ces sépultures qui sont absolument étonnantes. Voilà, bon, évidemment, les abords ont été nettoyés, rendus plus fréquentables, plus praticables surtout. Et puis vous pourrez vous balader par vous-même. Vous aurez trois tickets qui vous donneront accès à trois tombes que vous pourrez choisir parmi celles qui vous paraissent les plus intéressantes. Les guides seront là évidemment pour vous aider à faire votre choix. Alors je vous ai apporté juste pour mémoire la tombe pardon, de Ramsès V et de Ramsès VI, ça c'est la 20e dynastie, on est au 12e siècle avant Jésus-Christ, et c'est tout à fait étonnant. Bon là vous voyez le ciel étoilé qui a été peint en sombre avec la déesse Nout qui avale le soleil à la fin de la journée et lui donne naissance chaque matin. Et toute l'histoire en fait du culte des morts égyptiens est peint sur ces tombes qui sont remarquables, absolument phénoménales. Et ça complète très bien, à mon avis, la visite de l'Égypte antique. Et puis, on commencera à Luxor. On a également prévu une visite de nuit du temple de Luxor, qui alors là, par contre, c'est un temple qui est beaucoup plus ancien. On retourne à l'époque de Séti Ier, Aménophis III, etc., et de Ramsès II, du reste, avec ce gigantesque bâtiment que vous avez sous les yeux, voilà, avec la salle hypostyle, et puis la grande cour
tout à fait étonnante avec ces grands chapiteaux en forme de bouquets de papyrus qui ont été construits par Ramsès II. Donc c'est vraiment un ensemble tout à fait remarquable. Et là aussi, de le voir de nuit, c'est saisissant parce qu'on voit des choses qu'on ne verrait pas de jour. Ça prend une dimension tout à fait magique, presque mystérieuse également, surtout quand il y a peu de monde, comme ici par exemple. C'est vraiment une expérience à faire à tout prix. Et puis à Luxor, vous verrez également à l'entrée du temple la gigantesque voie des Sphinx que vous avez sous les yeux, qui fait 3 kilomètres de long et qui conduisait du temple de Luxor qu'on vient de quitter au temple de Karnak qu'on a vu pour commencer. C'est en fait pour boucler la boucle de notre visite de l'Égypte, de la Haute-Égypte antique, cette allée de Sphinx tout à fait étonnante. Il y en avait 700 au total qui conduisaient d'un temple à l'autre et qui était l'occasion de gigantesques processions par le clergé d'Amonré à l'époque. Alors vous aurez du temps également à Luxor avant de quitter l'Égypte pour faire du shopping, faire vos derniers achats, de la vannerie, du papyrus, de l'onyx, des épices, pourquoi pas. Pourquoi pas également faire graver un cartouche à votre nom. Et donc vous aurez du temps pour faire tout ça parce que le bateau est pas très loin du marché principal, du marché touristique, où vous pourrez vous rendre facilement à pied. Et puis en fin de journée, avant de se quitter, les Voyages de Sophie vous ont réservé une dernière surprise, cette fois-ci au Winter Palace, qui est l'autre grand palace d'Égypte. Il a été construit également par l'agence Thomas Cook, mais en 1907, celui-ci. Et c'est un palace qui a été fréquenté par le roi Albert, le roi des Belges, qui a été fréquenté également par Lord Carnarvon, qui était le mécène de Howard Carter, celui qui a découvert le tombeau de Toutankhamon en 1935. C'est donc un monument historique également. Et les Voyages de Sophie vous convient à un cocktail dans les jardins du Winter Palace. Tout à fait formidable, là aussi. Imaginez, c'est la fin de la journée, il fait doux, il y a des bonnes odeurs, parce que c'est un jardin merveilleux, hein, c'est un jardin avec des fleurs sensationnelles, et on va prendre notre cocktail de revoir dans ce cadre absolument merveilleux. Oui. Je trouvais important qu'on ait à naviguer sur le Nil, qu'on ait une expérience, qu'on puisse voir de l'intérieur les deux palaces mythiques du Nil, à Luxor et à Assouan. Et ce qui est très agréable, c'est qu'on part comme Pierre-Jean l'a dit, le bateau est accosté sur la promenade hein, de Luxor, donc on part à pied pour se rendre à All Winter Palace. Donc c'est très agréable. Et malheureusement, les meilleures choses ayant une fin, on va se quitter sur ce cocktail de l'au revoir. Le lendemain, vous avez un avion, encore une fois, très confortable, très simple, qui va vous conduire directement de Luxor jusqu'à Paris en à peu près 5 heures. Vous allez arriver à Paris dans l'après-midi sans aucune complication. Et les plus chanceux d'entre vous pourront profiter du post-tour, c'est-à-dire de la prolongation du séjour, pour aller cette fois-ci en Basse-Égypte, pour aller au Caire. Alors, de Luxor au Caire, c'est 1 heure de vol seulement. Et au Caire, les Voyages de Sophie vous ont réservé un séjour de 3 nuits et 4 jours qui Mhm. vous permettront de compléter complètement votre voyage en Égypte avec évidemment le monument le plus insigne de l'Égypte antique que sont les pyramides. C'est également une des 7 grandes merveilles du monde antique. Et vous verrez donc ces pyramides de très très près, puisque l'hôtel que vous a réservé les Voyages de Sophie se trouve à proximité des pyramides sur le plateau de Gizeh. Donc on verra ça très très bien. Et puis vous verrez également le grand musée égyptien, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui sera probablement ouvert dès l'année prochaine, intégralement ouvert. Aujourd'hui, on peut déjà voir le hall d'accueil, les accès principaux, etc. Mais je pense que l'année Ouais. prochaine, en février, on aura accès à l'ensemble du musée, l'ensemble des collections, et on verra notamment le fameux trésor de Toutankhamon qui pour l'instant reste invisible. C'est donc un voyage remarquable qui est une prolongation du voyage qui complète complètement cette découverte de l'Égypte. Et puis il y a également évidemment toutes les merveilles du Caire que vous verrez, le marché de Khan el Khalili que vous avez sous les yeux à gauche, la mosquée d'Ibn de Touloun que vous avez à droite, la mosquée la plus ancienne mosquée égyptienne qui s'appelle non pas Al-Aqsa mais Je peux pas t'aider. Je m'excuse, je peux pas t'aider là. Al-Aqsa, c'est à Jérusalem. Enfin, c'est l'autre grande mosquée égyptienne qui se trouve également au Caire. Vous verrez la citadelle, vous verrez énormément de monuments musulmans, ottomans, et vous verrez également la ville du Caire. La ville du Caire est absolument phénoménale.
C'est 21 millions d'habitants, c'est la plus grande métropole d'Afrique. Et vous verrez tout ça au cours de ce Mhm. séjour remarquable qui termine notre balade en Égypte. Alors pour mémoire, il y a donc deux croisières qui sont prévues. La première du 3 au 10 novembre 2025, donc cette année, ce mois de novembre, et la seconde du 26 mars au 2 avril 2026. Alors, les dates sont pas bonnes, là, Ah tu bon, sais. les dates, Les dates sont pas bonnes, mais c'est pas grave. bon, c'est pas grave, j'ai changé d'écran. C'est du 10 au 17 novembre et en 2026, c'est le 9 mars, du 9 au 16 mars. Voilà. Voilà. Et on est, pour au mois de novembre 2025, il nous reste une ou deux cabines, hein. On est pratiquement complet. Voilà. Merci Merci. beaucoup de votre attention. Passez une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite, j'espère, sur une prochaine croisière des voyages de À Sophie. bientôt.